À l'heure de Métro News sur Télémétropole, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de l'actualité, les membres du Conseil présidentiel ont réalisé mercredi leur premier Conseil des ministres. Lors de ce Conseil des ministres qui a été présidé par Edgar Leblanc-Fils, plusieurs décisions ont été adoptées. Le pays n'a toujours pas un nouveau Premier ministre. Selon des sources proches du Conseil, le processus devant aboutir à la nomination de chef du gouvernement devrait débuter en fin de semaine, alors que plusieurs prétendants à ce poste avaient déjà fait le dépôt de leurs pièces à la villa d'accueil. Et puis l'ancien ambassadeur américain James Foley appelle les républicains du Congrès à faire pression sur leurs collègues pour qu'ils lèvent leur blocage de l'aide à la sécurité dont Haïti a besoin pour lutter contre l'insécurité. Dorchef, bonsoir. Comme annoncé, les conseillers présidentiels, le Premier ministre intérimaire et les membres du gouvernement sortant ont tenu leur premier conseil des ministres à la villa d'accueil. Une réunion qui a été présidée par Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel de transition. Ils ont prolongé le mandat des conseillers de la Cour des comptes et du contentieux administratif jusqu'à leur remplacement. L'état d'urgence a également été reconduit. Et Ricardin Saint-Jean a été nommé ministre AI de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ce poste avait été proposé à Michel Patrick Boisvert, qui l'a refusé en raison de ses responsabilités actuelles. La Commission nationale de marché public a également vu son mandat renouvelé. Le Conseil des ministres a également pris des mesures pour aider le Grand Nord après les intempéries, pour assainir certaines zones de l'aire métropolitaine, en vue de la célébration du 18 mai marquant les 221 ans de la fête du drapeau. Le gouvernement reste disponible pour d'autres convocations du Conseil des ministres concernant la demande de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Une correspondance a été envoyée au président du Kenya le 6 mai, mais ce n'est que le 8 mai que le ministre haïtien des Affaires étrangères a reçu cette lettre pour l'envoyer officiellement à William Ruto. Toujours concernant le Conseil présidentiel de transition, chaque président conseiller peut former son propre cabinet, comprenant entre 7 et 11 membres. Pour le Conseil présidentiel de transition, un cabinet sera établi, composé de 2 membres provenant de chacun des 9 autres cabinets, révèle une source proche du Conseil présidentiel. Il est important de noter que le nombre total de membres de tous les cabinets pourrait atteindre 99 personnes. De plus, il est envisagé d'allouer mensuellement 13,5 millions de gourdes au cabinet des 9 membres, soit 1,5 million de gourdes par cabinet. Actuellement, aucune information n'est disponible concernant le budget qui sera alloué au cabinet des cabinets. Il faut souligner que le Conseil présidentiel de transition n'a pas encore de porte-parole désigné chargé de divulguer officiellement les informations. De plus, il est difficile de vérifier si toutes les mesures ont été publiées dans le Moniteur, car le gouvernement a de sérieux handicaps en matière de communication. Toujours dans l'actualité politique, la pression internationale persiste pour la nomination d'un Premier ministre afin de compléter le pouvoir de transition, incitant ainsi les conseillers présidentiels à accélérer le processus. Malgré le défilé des aspirants au poste de Premier ministre à la villa d'accueil, siège actuel de la présidence, aucun début officiel du processus n'a encore été annoncé. Selon des sources proches de l'exécutif, le processus devrait débuter en fin de semaine. Une information confirmée par un représentant d'un secteur ayant un siège au CPT. Un secrétariat sera mis en place dans les 48 prochaines heures pour recevoir les candidatures. Le Conseil présidentiel opte désormais pour une présidence tournante. Est-ce que cette formule sera adaptée à la réalité haïtienne? Et parallèlement, le déploiement de la mission de soutien à la sécurité en Haïti se précise. Pour en parler, nous avons avec nous via Zoom le docteur Fritz Dorvilliers. Professeur, bonsoir, bienvenue à Métro News. Bonsoir. Nous allons parler d'abord politique. Nous savons que le Conseil présidentiel de transition a opté pour une nouvelle formule pour diriger cette transition, celle de la présidence tournante.
Quel est votre point de vue par rapport à cette formule, professeur? Moi, je pense que c'est une formule tout à fait pragmatique, c'est-à-dire que le Conseil fonctionne. En fait, le modèle de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition dépend des enjeux de l'heure, dépend des enjeux des différents acteurs composant ce Conseil-là. Si les acteurs parviennent à trouver un consensus sur le mode de fonctionnement du Conseil, donc tant mieux, parce que tout simplement, s'il faut regarder ça par le biais, ou sous le prisme des intérêts divergents, des membres des coalitions composant ce Conseil-là. Donc je pense que on peut comprendre ce tâtonnement-là parce que tout simplement, c'est un tâtonnement qui dérive de là, en fait une forme il ménage la chèvre et le chou afin de faire fonctionner le Conseil. Donc moi, je peux comprendre parfaitement ces hésitations, ces tâtonnements visant à faire fonctionner des acteurs, faire agir ensemble, faire vivre ensemble, en quelque sorte, des acteurs ayant des intérêts divergents. Donc, il n'y a aucun problème si cela émane d'un consensus interne au Conseil présidentiel. Et selon vous, cette formule, elle est aujourd'hui la meilleure par rapport notamment à la désignation d'un seul coordinateur pour toute la période transitoire. Est-ce que cette formule est la meilleure et l'idéal aujourd'hui? Dans ce contexte-là, étant donné la situation, il n'y a pas de meilleure solution. La meilleure solution, c'est une solution acceptée par les acteurs composant le Conseil. En fait, la meilleure solution, c'est une solution consensuelle. Si les acteurs se sont mis d'accord sur cette formule-là de manière consensuelle, donc c'est une bonne formule, c'est la meilleure formule étant donné les intérêts encore des acteurs formant le Conseil. Alors, Mais il n'y a pas de meilleure formule en soi pour pouvoir faire fonctionner le Conseil. Monsieur d'Orvilliers, nous savons aussi que le Conseil présidentiel de transition sera chargé de rétablir la sécurité et ce rétablissement passera également par la mission multinationale de soutien à la sécurité qui doit venir en Haïti, où l'on attend le premier contingent à la fin du mois de mai, selon les informations. Mais cette mission va venir sous le chapitre 7 des Nations Unies. Que dit ce chapitre? Bon, le chapitre 7 des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies, c'est tout simplement le recours à la force pour résoudre un problème qui menace la paix et la sécurité internationale. C'est le chapitre autorisant l'ONU à recourir à la force armée pour pouvoir rétablir la paix et la sécurité dans un pays où ces deux éléments-là sont menacés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une paix intérieure, il n'y a pas non plus, et le problème chaotique à l'intérieur du pays peut menacer la sécurité internationale, la sécurité régionale et la sécurité internationale. Mais il y a deux formules, il y a la formule des missions classiques, des opérations de maintien de la paix, il y a aussi la formule des missions non onusiennes, c'est-à-dire des missions qui ne dépendent pas directement de l'Organisation des Nations Unies, donc du secrétaire général des Nations Unies, mais c'est une mission où les différents membres, les États membres de l'ONU vont contribuer de manière volontaire en matière de troupes, en matière de logistique, en matière de connaissances, en matière financière. Donc, pour ce qui concerne la situation haïtienne actuelle, donc ce recours à la force-là ne se fera pas sous l'égide du secrétaire général directement, mais évidemment sous le régide du sous le regard du Conseil de sécurité, avec la contribution volontaire des différents États membres qu'ils souhaitent bien. Alors, et quelles sont donc les règles d'engagement de la mission? Bon, les règles d'engagement ne sont jamais fixées à l'avance. Bon, on n'en a pas encore ce document-là. Il revient au Conseil de sécurité, il revient au pays acceptant. Non seulement il y avait la résolution, les pays qui ont proposé la résolution. Après la résolution, il faut qu'il y ait les règles d'engagement. Le pays, soit le Kenya ou un regroupement de pays, le Kenya, les États-Unis vont écrire, de concert avec le pays concerné, donc Haïti. Ils vont écrire, ils vont rédiger ces règles d'engagement-là. Ils vont les transférer au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est le Conseil qui est l'organe principal chargé de veiller à l'application des résolutions, notamment celles concernant le maintien de la paix et la sécurité internationale. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore ces règles d'engagement-là. Merci infiniment, professeur Fritz d'Orvilliers. Au plaisir. Voilà, c'était avec nous le professeur Fritz d'Orvilliers, également
expert en relations internationales. Il était l'invité de Métro News ce soir pour commenter l'actualité politique et sécuritaire. Merci de votre fidélité à Métro News. La suite des informations. L'ancien envoyé américain James Foley appelle les membres républicains de la délégation de Floride au Congrès à faire pression sur leurs collègues afin qu'ils puissent lever leur blocage de l'aide à la sécurité dont Haïti a besoin urgemment pour lutter contre l'insécurité. Dans le cas contraire, ils pourront être tenus pour responsables de la débâcle qui s'ensuivrait en Haïti et punis lors des élections de novembre prochain, notamment en Floride, affirme l'ancien diplomate dans une tribune libre publiée par le Miami Herald. Autre point de l'actualité, l'hôpital universitaire La Paix fait face actuellement à un problème d'effectifs. Cependant, ce centre hospitalier public continue de recevoir des patients qui souffrent de pathologies comme le diabète, l'hypertension, la tuberculose. Les femmes enceintes et les enfants gravement malades ont augmenté également. Parallèlement, le nombre de blessés par balle reçus au niveau de cet hôpital est en nette diminution ces derniers jours. Une équipe de Métropole a effectué une visite à l'hôpital ce jeudi. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. Depuis la fermeture de plus d'une trentaine d'hôpitaux dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, le nombre de patients qui fréquentent l'hôpital universitaire La Paix a considérablement augmenté, selon le directeur exécutif Paul Junior Fontilus. Jusqu'à présent, nous toujours à recevoir des victimes de violences par rapport au climat sécuritaire actuel, mais par rapport aux semaines précédentes, il y a une légère diminution du nombre de cas qu'on reçoit. Cela n'empêche que chaque jour, on reçoit des victimes de plaies par balle. Mais depuis près d'une semaine et demie, on a une nette augmentation des autres types de cas que nous recevons. Alors que le nombre de blessés par balle était en nette augmentation au mois de mars, à présent, les données ont changé. L'hôpital reçoit toujours des blessés par balle ou par accident, explique le docteur, mais les autres cas de maladie sont tout aussi préoccupants. Des cas de pédiatrie, des enfants qui tombent malades, des cas de maternité, beaucoup plus de femmes fréquentent l'institution pour des cas d'accouchement, pour des cas de consultation, de problèmes liés à leur grossesse. Et une nette augmentation de nos cas en clinique externe. Les gens qui arrivent pour cette consultation pour un malaise quelconque ou encore pour un suivi médical régulier. Et aussi les autres services, à savoir la médecine interne. C'est la médecine interne qui ne désemplit jamais depuis quelque temps avec les cas de certaines pathologies chroniques tels que les cas de diabète décompensé, les cas d'hypertension artérielle, les pathologies cardiaques, et au niveau de ces services qui ne désemplissent pas. Et aussi par rapport à la situation de l'hôpital du sanatorium, et malgré que nous n'avions pas au préalable les structures qu'il fallait pour recevoir ce genre de cas, et sur instruction de la haute direction du ministère, on a dû s'accommoder pour recevoir certains types de patients qui fréquentaient le sanatorium pour leur donner le service qu'il faut au niveau de notre unité de prise en charge des maladies infectieuses. Des citoyens en quête de soins médicaux viennent de partout dans la capitale. Les lundis et mardis sont les journées les plus difficiles pour l'hôpital par rapport à l'affluence de citoyens qui veulent tous être servis en même temps. Chaque stratégie que nous mettons en place, on est toujours pris de court, on est dépassé parce que la demande est là. Les gens ont besoin d'une prise en charge sur le plan pour leur santé. Donc le manque d'infrastructures qui fonctionne, ça augmente la pression sur les rares institutions qui fonctionnent. Par exemple, nous avons ici l'hôpital La Paix et aussi au centre hospitalier Éléazar Germain, je parle des structures publiques. Donc la pression a nettement augmenté et on essaie de s'adapter au jour le jour tout en espérant une nette amélioration du climat sécuritaire qui pourrait permettre la réouverture ou encore le fonctionnement à nouveau des autres institutions étatiques capables de desservir convenablement la population. L'hôpital universitaire La Paix entend maintenir ses services en dépit de tout. On fait toujours face à ce problème d'effectifs. C'est vrai que le personnel commence à reprendre peu à peu leurs activités au niveau de l'hôpital, mais n'empêche que vous avez le phénomène de déperdition d'employés, ça ne s'arrête pas avec le phénomène Biden. Et il y a aussi des employés qui se sont déplacés pour aller du côté de la province. Donc ça fait un manque quand même au niveau du nombre de bras qui doit et devant desservir les gens qui fréquentent l'hôpital. Et on priorise toujours les cas d'urgence.
Malgré le contexte sociopolitique difficile dans lequel nous sommes, notamment bouleversé par le climat d'insécurité, l'hôpital universitaire La Paix tient à respecter sa mission qui est bien sûr de fournir des soins à tous ceux qui en ont besoin, les professionnels de santé, les intrants, le staff qui dirige l'hôpital, tout le monde est présent afin de donner des soins. Par contre, le staff sollicite la compréhension chez les patients, tous ceux qui amènent un blessé, tous ceux qui amènent un malade à l'hôpital, tous les cas où il y a des femmes enceintes, il y a des enfants qui ont besoin de soins, les docteurs sollicitent la compréhension chez ceux qui viennent à l'hôpital. On comprend parfois la situation est difficile, le soin est urgent, mais les médecins font de leur mieux afin de donner des soins à tous ceux qui en ont besoin. Donc, le plus gros problème auquel fait face l'hôpital dans ce contexte, c'est la compréhension des patients, la compréhension de ceux qui amènent les malades à l'hôpital. Il est important que cette compréhension se manifeste des deux côtés, du côté de ceux qui viennent à l'hôpital, de ceux qui fréquentent l'hôpital et du côté des professionnels de santé. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous mettons un terme à cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce jeudi. Les membres du Conseil présidentiel ont réalisé mercredi leur premier Conseil des ministres. Lors de ce Conseil des ministres qui a été présidé par Edgar Leblanc-Fils, plusieurs décisions ont été adoptées. Le pays n'a toujours pas un nouveau Premier ministre. Selon des sources proches du Conseil, le processus devant aboutir à la nomination de chef du gouvernement devrait débuter en fin de semaine, alors que plusieurs prétendants à ce poste avaient déjà fait le dépôt de leurs pièces à la villa d'accueil. Et puis l'ancien ambassadeur américain James Foley appelle les républicains du Congrès à faire pression sur leurs collègues pour qu'ils lèvent leur blocage de l'aide à la sécurité dont Haïti a besoin pour lutter contre l'insécurité. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain vendredi. Bonsoir.